Imaginez la scène. Nous sommes il y a 400 ans. Deux hommes se rencontrent sur une côte africaine. L'un arrive par la mer et derrière lui, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des navires, des comptoirs, des compagnies commerciales, une marine, un royaume. Et le second homme qui l'accueille, derrière lui, qu'est-ce qu'il y a? Il y a une famille, il y a des anciens, il y a une lignée d'ancêtres, il y a des alliances, il y a toute une communauté qui l'accueille. Et vous savez quel est le point commun entre ces deux hommes? C'est que les deux hommes sont puissants, mais ils ne sont pas puissants de la même manière. Et si le problème de l'Afrique était justement illustré par cette petite histoire, par le fait que nous avons oublié la nature de notre propre force en tant qu'Africains. Parce que quand on lit les témoignages historiques, il y a une chose qui saute aux yeux. D'un côté, les Européens semblent avoir développé un talent pour construire des organisations, pendant que de l'autre côté, les Africains semblent avoir développé un talent pour construire des communautés. Donc peut-être notre défi en tant qu'Africains modernes, ce n'est pas de chercher à développer autre chose, mais c'est justement de réussir à retrouver ce que nous avions déjà. C'est retrouver qui nous étions déjà et ce que nous étions déjà capables de construire et de bâtir une Afrique moderne autour de ça. Donc, bienvenue sur Afrique Libre Prospère, la chaîne où nous apprenons à connaître notre passé pour pouvoir construire mieux notre avenir. Je m'appelle Mansayem, auteur du livre Africain et fier, disponible sur Amazon en version pour adolescents, édition jeunesse sortie le mois dernier, et en version pour adultes, Africain et fier, sorti en 2023. Tous les liens sont en description, le livre est disponible sur Amazon. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager autour de vous. Entrons dans le vif du sujet. Explorons d'abord cet extrait de ce livre du chirurgien britannique John Atkins, qui s'affiche à l'écran et qui s'intitule Voyage to Guinea, Brazil and the West Indies, et qui a été publié en 1735, donc au XVIIIe siècle. On remarque que quand John Atkins arrive en Afrique et qu'il décrit ce que les Européens avaient mis en place, il ne parle pas des individus, des personnes européennes individuellement, mais il parle plutôt des structures que ceux-ci avaient mises en place. D'ailleurs, même directement sur la page du titre du livre qui s'affiche, on dit Describing the several islands and settlements. Donc, par settlements, ça va décrire justement les structures que les Européens mettent en place pour s'installer. Settlements. Et c'est à ça qu'il fait attention. Donc, c'est effectivement ça. Dès la première page, nous voyons déjà apparaître le fait qu'il décrit des établissements, des settlements, des comptoirs, des routes commerciales, des activités organisées. Quelques pages plus loin, il dit ceci. Le gouverneur de Gambie et des zones environnantes embarqua avec notre convoi où il pouvait avoir tout le support que nous pouvions leur apporter dans la restauration du crédit de la Royal African Company. Ce qu'on peut remarquer ici, il parle du fait que l'Européen dont il est question dans ce petit extrait n'est pas un individu isolé. Il est membre, il vient et bénéficier du crédit de la Royal African Company, qui est une compagnie européenne d'exploration. Donc ici, l'idée à retenir ici, c'est que l'Européen vient et il vient en représentant quelque chose, une compagnie, une organisation. Ce n'est pas un individu isolé qui va explorer la Gambie, mais il vient au nom d'une certaine administration, d'une certaine organisation, d'institution derrière. Et lorsque page 95, John Atkins continue en décrivant un gouverneur européen qu'il admire, il le dit en ces termes. C'est-à-dire le général, à côté du fait d'être un bon mari et un père, est un bon servant, un bon serviteur de la compagnie. Donc voilà, il parle de ce général en ces termes-là, en tant que général qui est à la tête d'une organisation, d'une compagnie européenne. Donc avec ces exemples, on peut retenir que même déjà depuis les époques très éloignées comme au 15e, 16e, 17e siècle, l'Europe avait déjà cette approche institutionnalisée des choses. C'est-à-dire qu'elle ne bâtit pas seulement des villes, mais elle a cette approche où elle bâtit des institutions capables de suivre aux hommes. Et d'ailleurs, on l'observe très bien jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et on comprend, en étudiant l'histoire lointaine, que cette propension des Européens que nous observons même de nos jours à construire autour d'institutions, autour d'organisations, ne date pas d'hier, ça vient déjà de leur passé lointain. Et maintenant, tournons-nous de l'autre côté du miroir, du côté africain. Donc, de l'autre côté du miroir, c'est-à-dire du côté africain, quand Atkins décrit les sociétés africaines, voilà ce qu'il dit. Ce ne sont pas les mots administration, compagnie, marine qui apparaissent le plus souvent. C'est le mot communauté.
Et là, on constate en parcourant son livre que cela apparaît justement souvent quand il parle de justice. Prenons un exemple concret à la page 52 de son livre. Il dit palavers. Palavers en anglais, donc c'est qui correspond aujourd'hui au concept de l'arbre à palabres. Donc il dit que ces endroits sont leurs cours de justice. Donc c'est des lieux où les personnes principales ou les aînés se rencontrent sous un anneau. Ring, c'est un anneau, donc je suppose en cercle. Donc quand on tape ici sur Wikipédia, ça se traduit en français, comme vous voyez ici, arbre à palabres. C'est un lieu traditionnel de rassemblement, à l'ombre duquel on s'exprime sur la vie en société, les problèmes du village, la politique. C'est aussi un lieu où les enfants viennent écouter un ancien du village conter des histoires. Donc, la traduction n'est pas exactement équivalente comme celle en anglais, parce qu'en anglais, il parle d'un lieu où on maintient le lien social, une institution égalitaire, où participent toutes les communautés d'un village y participent en fait. Bon, si on revient dans notre extrait, to settle the differences that arise amongst themselves. Donc c'est un lieu où ils se rassemblent justement un peu comme en cercle, ensemble en tant que communauté, pour pouvoir régler les différends qui existent entre eux, membres de cette communauté. The frequency in relations to trade. Donc je pense aussi, on parle de trade, ça parle de business, ça parle d'échange, ça parle de commerce. Donc c'est tellement aussi des discussions en relation avec le fait de fabriquer des objets, mais aussi tout ce qui concerne les relations commerciales. Tout ça se discutait autour de l'arbre à palabres. Donc each salutes. Donc pour dire, chacun se saluait les uns les autres par by a bend of the elbow, avec un pli du coude. Donc un peu de cette manière-ci, ils se saluaient les uns les autres. And raising his hand to his face. Donc on plie le coude et on lève la main, donc comme ça. Donc on plie le coude et on lève la main vers le visage. Donc ici, c'est comme ça qu'ils se saluaient, comme ça, comme ça. Donc j'essaie de reproduire un peu en fonction de ce que je lis. When they have heard what each party has to say, they determine by vote who has the reason of the thing on their side and to punish or acquit. Donc, c'est-à-dire dans cet arbre à palabres, après avoir écouté ce que chaque partie avait à dire pour défendre son cas, tous les participants déterminent par vote qui a raison dans cette affaire, qui doit être puni ou qui doit être acquitté. Et donc, là on voit justement cet aspect communautaire qui transparaît, le fait que c'est les relations humaines qui sont mises en avant, ou ces relations humaines qui on donne une certaine importance, avec tout le procédé, la manière de saluer, le fait que ça se passe dans un endroit où la communauté se réunit ensemble pour se rencontrer, pour avoir des échanges même sociaux et tout. Bien que ce soit une institution à caractère judiciaire ici, il y a cet aspect de l'échange humain, de l'échange communautaire qui transparaît à travers ce récit ou cette description de John Atkins. Et en même temps, ce qu'on vient aussi de voir ici tue le mythe d'une Afrique sans règles, d'une Afrique où il n'y avait que du désordre. Or, on voit bien que l'Afrique ici, c'est un espace où la justice était exercée, un espace qui avait son propre mode de fonctionnement, sa propre manière de régler et de résoudre ses conflits. Tout le monde se réunit, chacun expose ses arguments, on délibère, on vote, on tranche, on décide. Et c'est comme ça qu'on avance ensemble en tant que communauté. Donc ici, pour faire la différence avec l'approche européenne, c'est que ici, dans l'approche européenne, la justice est portée par l'institution, alors que dans l'approche africaine, la justice est portée par la communauté. Et je crois que jusqu'à présent, quand je parle, certes je parle d'une Afrique ancienne et lointaine, mais je pense que quelque part en vous, ça résonne avec ce qui fait notre ADN fondamental d'Africain. Et d'ailleurs, John Atkins a observé également autre chose. Allons à la page 55 du livre. À la page 55 du livre, on peut encore lire ceci. Donc ici, pour traduire rapidement en français, John Atkins ici observe ici que les populations africaines sur place, they showed likewise. Donc ils montraient les uns envers les autres good nature, on va dire de la bonne volonté, ou une nature bienveillante les uns vis-à-vis des autres. Donc un exemple concret, donc cette nature bienveillante des uns envers les autres se montrait par exemple le fait de diviser
il divisait les 2 ou 3 beefsteaks. Je n'arrive pas à bien lire. Ah oui, biscuits, donc les biscuits en fait. John Atkins décrit le fait qu'il leur a offert les 2 ou 3 biscuits, les biscuits, et une demi-pinte d'eau citronnée. Et ils montraient leur bienveillance, leur nature bienveillante les uns envers les autres, en choisissant de diviser ces quelques dons qu'on leur a fait en 20 parts, 20 parts, rather than anyone should miss a taste. Donc ils préféraient diviser tout cela en 20 parts plutôt que de se retrouver dans une situation où l'un d'entre eux n'en aurait pas un morceau. En tout cas, c'est ici pour attirer votre attention sur le fait que John Atkins observe que les Africains étaient prêts à partager et à veiller à ce que personne ne soit oublié, préférant que chacun réduise sa propre part plutôt que l'un ou l'autre soit oublié. Et ça, je crois que ça renvoie à cette fameuse solidarité africaine dont on parle souvent et qui en réalité vient de nos ancêtres plusieurs siècles en arrière. Même si aujourd'hui peut-être ça tend à se perdre malheureusement, mais justement, voici l'occasion avec cette étude de notre histoire lointaine de retrouver les racines de notre véritable identité et savoir comment aujourd'hui en tirer bénéfice dans la construction de notre avenir. Parce que justement, la rencontre de la culture africaine avec la culture européenne a provoqué une situation où, certes, la culture européenne avec ses institutions a ses forces, mais aussi, la vérité c'est que la culture africaine aussi a ses propres forces, à savoir les valeurs de partage, les valeurs de solidarité, les valeurs de communauté, les valeurs d'entraide, de bienveillance naturelle les uns avec les autres, qui peut-être tend à se perdre aujourd'hui parce que dominées par cette autre culture-là. Mais on se rend compte justement des limites de cette culture trop individualiste parce que ça tend à aller dans l'autre extrême. Et maintenant, nous allons même encore aller plus loin parce que les extraits que nous avons pris jusqu'à présent, c'est des extraits qui disent un peu ce que les Européens disent aux Africains. Mais maintenant, je vais aussi vous présenter d'autres extraits qui montrent ce que les Africains disent d'eux-mêmes. Je crois que ces derniers temps, vous avez souvent entendu parler de la charte du Mandé ou alors la charte du Kouroukanfouka. Allons un peu explorer ce que disait cette charte qui avait été écrite au XIIIe siècle, à l'époque de Soundiata Keïta. Ici à l'écran, je vous affiche donc un extrait de la charte du Mandé. Et c'est un extrait qui vient d'une traduction du professeur Youssouf Tata Sissé. Quelques extraits surlignés en jaune. Que dit cette charte? Donc ici, on dit toute vie humaine est une vie. Il est vrai qu'une vie apparaît à l'existence avant qu'une autre vie. Mais une vie n'est pas plus ancienne ou plus respectable qu'une autre vie. De même qu'une vie n'est pas supérieure à une autre vie. Les chasseurs déclarent, toute vie étant une vie, tout tort causé à une vie exige réparation. Par conséquent, que nul ne s'en prenne gratuitement à son voisin, que nul ne cause de tort à son prochain, que nul ne martyrise son semblable. Les chasseurs déclarent que chacun veille sur son prochain, que chacun vénère ses géniteurs, que chacun éduque comme il se doit ses enfants, que chacun entretienne pouvoir aux besoins des membres de sa famille. Et ici, je vais attirer votre attention ici dans la formulation, la manière dont c'est formulé ici. Quand il dit une vie est une vie, il ne dit pas une vie est égale à une vie parce qu'il y a telle loi qui le dit, ou telle règle, ou telle institution qui le proclame. Vous voyez que c'est une formulation qui ne repose pas sur le côté institutionnel ou le côté matériel ou administratif de la chose. C'est une formulation qui met en exergue la valeur intrinsèque, presque spirituelle même j'allais dire, du fait que une vie est une vie. Peu importe qu'il y ait des lois écrites ou des décisions, non. Le simple fait que cette vie a été créée et qu'elle est là, c'est une vie qui elle-même équivaut à une autre vie. Aucune vie n'est supérieure à une autre, tout simplement parce que toutes ont été créées, existent et ont la même essence. Et compte tenu de cette valeur intrinsèque de la vie, quand il dit tout tort causé exige réparation ou que nul ne martyrise son semblable, l'idée intrinsèque ici, ce n'est pas juste de punir parce que le mal a été fait et une loi exigerait qu'on punisse. Non, le but est plus profond que ça. Il s'agit de restaurer l'équilibre, de réparer. Parce qu'une vie étant une vie, si quelqu'un porte atteinte à celle-ci, ça veut dire qu'un espèce d'équilibre
naturel, j'allais dire cosmique ou spirituel, a été brisé. Et là, il faut restaurer l'équilibre, il faut réparer. Donc le but ici, ce n'est pas juste de respecter une loi, mais le but ici, c'est de restaurer la vie, de restaurer l'équilibre qui a été brisé originellement. Et quand il continue en disant que chacun veille sur son prochain, que chacun pourvoit aux besoins de sa famille, l'idée fondamentale qui ressort ici, c'est que la vie dont il est ici question n'est pas isolée. Elle fait partie d'une communauté, d'un ensemble qui doit veiller les uns sur les autres. Donc voilà un peu l'approche africaine. C'est pas parce qu'il y a une règle ou le droit qui dit ça, ou une loi qui dit ça, mais juste parce que du point de vue intrinsèque ou cosmique, une vie étant une vie, elle doit être respectée comme telle en tant que vie. Donc explorons la suite de la charte du Mandé. Comme j'ai dit, la charte du Mandé et charte de Kurukan-Fugga, c'est la même chose. C'est juste que, bon, pour la petite histoire, dans la littérature, on a tendance à distinguer charte du Mandé et charte de Kurukan-Fugga parce que la charte du Mandé sert en quelque sorte de préambule ou d'introduction philosophique à l'ensemble de la charte. Et ensuite, la partie qu'on appelle charte du Kurukan-Fugga plus précisément, ça illustre, ça cite les articles, article 1, article 2, article 3. La charte a 44 articles au total. Donc on va continuer la lecture en prenant un extrait maintenant de la deuxième partie de la charte et qu'elles ont tiré de cette traduction de la télé régionale de concertation entre traditionnalistes, mandingues et communicateurs des radios rurales. Et donc quelque chose qu'ils décrivent clairement dans cette traduction est la suivante. La page 4. Aucun domaine de la vie ne fut occulté. Bon, pour avoir plus de contexte, je vais commencer à lire un peu plus tôt avant d'arriver au paragraphe qui m'intéresse. Les grandes déclarations du monde sont presque toujours consécutives à des grandes révolutions. La déclaration française des droits de l'homme et du citoyen de 1789 a eu lieu au lendemain de la prise de la Bastille. La déclaration universelle des droits de l'homme de décembre 1948 a réuni des nations indépendantes du monde après la Deuxième Guerre mondiale, etc. La charte de Kurukan-Fugga, cercle de Kankaba en République du Mali d'aujourd'hui, a été convoquée en 1236, après que le Mandin se fut libéré du joug du roi sorcier Soumaoro Kanté. Kurukan-Fugga a posé les grands principes devant régir la vie du grand peuple mandin dans toutes ses composantes et sur tous les aspects organisationnels, économiques, culturels, juridiques, environnementaux. Cette charte, mieux que les déclarations qui lui sont postérieures, a la particularité d'avoir résisté au temps et aux vicissitudes de l'histoire, traite des Noirs, colonisation, falsification de l'histoire, etc., etc. En effet, la charte de Kurukan-Fugga continue de régir de nos jours tous les peuples ayant appartenu au Grand Mandin. Du moins, en ce qui concerne l'organisation de la société, la division du travail, la gestion des conflits, l'hospitalité, la coexistence pacifique et la tolérance. Donc, un peu d'histoire, continuons. Convoqué au lendemain de l'historique bataille de Kirina, qui a vu la victoire de Soundiata Keïta sur Soumaoro Kanté, la charte de Kurukan-Fugga s'est tenue sous l'égide de Kamadjan Kamara, roi de Sibi. Les délégués convoqués pour la charte étaient les représentants des tribus qui devaient plus tard constituer les 12 provinces de l'Empire. Les femmes n'étaient pas en reste dans le rassemblement parce qu'elles y prirent une part à travers leurs représentantes. La charte dura 12 jours et la séance était présidée par Samadi Bobo, roi des Bobos. Le premier acte de l'assemblée de Kurukan-Fugga, après le cérémonial d'ouverture, fut le serment d'allégeance de 12 chefs de province à Soundiata Keïta, qui fut proclamé empereur du Grand Mandin. La première fédération des peuples noirs venait de naître, l'Empire du Mali. Donc, autrement dit, la charte de Kurukan-Fugga consacre aussi la naissance du célèbre Empire du Mali dont on parle souvent aujourd'hui, avec le premier empereur Soundiata Keïta. Après cette proclamation, les discussions furent ouvertes à l'issue desquelles une charte de 44 articles fut adoptée. Aucun domaine de la vie ne fut occulté dans ces 44 articles. L'organisation sociale, les droits et devoirs de la personne, l'exercice du pouvoir,
les droits patrimoniaux et extra-patrimoniaux, la place des femmes dans la société, la famille, la culture de la tolérance, la gestion des étrangers, la préservation de la nature, la conservation et la transmission de l'histoire, la gestion des conflits, tout y passa. Quand on lit ce dernier paragraphe, quand il dit « aucun domaine occulté », tout y passa. Cela signifie donc intrinsèquement que nos ancêtres n'étaient pas du tout désorganisés. Ici, comme on le voit dans ce cas, ils avaient développé leur propre manière d'organiser leur société, qui ne ressemble peut-être pas forcément à l'approche institutionnelle ou administrative occidentale ou européenne, déjà depuis l'époque, mais qui avait son propre aspect organisationnel basé sur l'approche communautaire des choses. Autrement dit, une manière de s'organiser profondément ancrée dans les relations humaines. Donc, nos ancêtres n'étaient pas désorganisés, ils avaient simplement construit des organisations à visage humain. Et du coup, à partir de là, quelles sont les leçons qu'on peut tirer pour l'Afrique d'aujourd'hui, pour notre Afrique d'aujourd'hui? Sachant que le slogan de cette chaîne est « Nous avons un continent à bâtir ». Et que notre but ici, c'est retrouver la mémoire en redécouvrant notre identité africaine grâce à la connaissance de notre histoire lointaine. Pendant longtemps, nous avons entendu un récit simplificateur qui dit « c'est tout ce qui vient de loin qui est moderne, c'est tout ce qui vient d'Europe ou d'Occident qui est la seule norme ». Tandis que tout ce qui vient de nous, Africains, ou ce qui vient de nos ancêtres est vu comme archaïque. Mais comme on vient de le voir, en consultant les archives historiques lointaines, le récit est bien plus nuancé que ça. Et ces récits montrent que nos ancêtres possédaient déjà des mécanismes pour gérer la justice, qu'ils possédaient des règles de fonctionnement, des responsabilités, des institutions, des chartes politiques, et même des systèmes de gouvernance. Mais au centre de tout ça, ils avaient placé quelque chose d'important, de fondamental, qui tend peut-être justement à se perdre aujourd'hui, à savoir la relation humaine, la responsabilité mutuelle, la solidarité, bref, la communauté. Et voici peut-être ici la plus grande leçon de cette vidéo. L'avenir de l'Afrique ne consiste pas à abandonner sa propre nature pour juste copier celle des autres. L'avenir de l'Afrique consiste d'abord à partir de sa propre force intrinsèque pour bâtir par-dessus. Partir de sa propre force pour s'organiser. Et ici, la force ancestrale de l'Afrique, c'est sa capacité à construire sur le lien humain, sa capacité à mettre en avant la communauté, la responsabilité, le lien entre êtres humains. Une famille soudée est une force. Une entreprise fondée sur la véritable confiance entre êtres humains est une force. Une diaspora organisée est une force. Ce que je veux dire ici, c'est que si nous nous contentons de vouloir construire une Afrique qui se contente de copier les institutions des autres, nous allons finir dans la même situation où nos sociétés souffriront d'hyper-individualisme, comme les sociétés occidentales souffrent déjà de cela. Nous aurons certes des institutions qui marchent bien, des routes bien construites, des ponts, des beaux immeubles et tout. Mais nous allons perdre ce lien humain que les sociétés occidentales sont en train de perdre aujourd'hui. Nous l'observons. L'augmentation de la solitude, des dépressions, la baisse des mariages, le fait que les aînés sont abandonnés à leur sort dans les maisons de repos, ce genre de choses. Ces sociétés où le lien humain est perdu, mais où les institutions fonctionnent bien. Or ici, notre défi en tant qu'Africains, nous avons l'occasion, en étudiant notre histoire et en puisant l'inspiration de notre propre histoire, notre identité historique, de bâtir des sociétés où nous construisons des institutions et des organisations qui fonctionnent bien parce que cette approche a fait ses preuves, mais nous compensons les faiblesses de cette approche par nos forces ancestrales qui est la force de savoir donner un visage humain, un visage communautaire aux organisations que nous mettons sur pied. Et je crois que c'est là qu'est notre véritable challenge et c'est là que la connaissance de notre véritable histoire africaine qui ne se limite pas seulement à l'esclavage et à la colonisation peut nous aider et nous permettre de construire, de bâtir l'Afrique prospère que nous voulons tous. Donc ces témoignages historiques ne nous disent pas que les Européens étaient meilleurs. Ils ne nous disent pas non plus que les Africains étaient meilleurs. Ce qu'ils disent, c'est que d'un côté, les Européens ont cette capacité à construire des institutions, des organisations,
Mais de l'autre côté aussi, les Africains ont cette capacité à construire des relations humaines, des communautés. Et notre génération d'Africains a croisé des chemins, a la chance de pouvoir prendre le meilleur des deux mondes pour construire une meilleure Afrique demain. Donc ne tombons pas dans le piège de considérer notre héritage communautaire comme un poids. La balle est dans notre camp, à chacun d'entre nous, parce que comme je le dis sur cette chaîne, nous avons un continent à bâtir. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Vous êtes sur Afrique Libre et Prospère, la chaîne où nous apprenons à connaître notre passé pour mieux construire notre avenir. Likez, partagez si vous avez aimé et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette vidéo en commentaire, à la liker, à la partager et surtout à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait pour une Afrique libre, digne et prospère.